Radio Patrimoine et Capital proposent le grand rendez-vous de l'épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, bienvenue dans le grand rendez-vous de l'épargne. Vous le savez, c'est votre émission dans laquelle nous décryptons chaque mois ensemble l'économie, l'actualité économique et financière, conseils pratiques, meilleurs placements. Nous en discutons évidemment avec nos invités dans le grand témoin et nos experts évidemment. En fin d'émission, répondront à vos questions comme à chaque numéro. Il y aura aussi le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Pour cette émission, je suis avec mon très cher Thibault Lamy. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef de service pour le magazine Capital. Ça va, ça se passe toujours très bien à Capital. Toujours très bien. Tout va bien. Bon, bien. Super. Pour cette émission, nous allons parler d'un sujet qui est assez, dont on débat beaucoup en ce moment. L'assurance vie. Faut-il encore investir avec ce placement ? Et puis surtout, les meilleurs contrats pour investir en 2023, Thibault. Puisque c'est vrai que on se pose cette question après les nombreuses années de baisse du rendement du fonds euro, la rémunération du support à capital garanti de l'assurance vie est même à plonger un peu plus de 1% en moyenne en 2021. Alors on a des experts pour en parler. Oui, on a des experts, tout à fait. On accueille sur le plateau Cyril Chartier-Kassler, qui est président du cabinet Fact and Figures et fondateur du site Good Value for Money. Bonjour Cyril. Bonjour Thibault, merci pour votre accueil. Je vous en prie. Et Christian Pruvot, directeur du développement de BPCE Assurance. Bonjour Christian. Bonjour. Alors ensemble, on va voir si les Français doivent fuir ce produit d'épargne ou au contraire investir et sur quel support. On peut dire qu'on est bon ? Oui. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Alors Thibault, on va parler peut-être des performances de l'assurance vie. C'est vrai que c'est la première question qu'on se pose. Oui, parce que c'est vrai, vous l'avez rappelé, en 2021, c'était pas Jojo, à peine un peu plus de 1% sur les fonds en euros classiques. Vous confirmez, Cyril, on parle bien de fonds en euros classiques, on parle pas de fonds en euros immobiliers, dynamiques, toutes ces choses-là. Là, on parle des contrats vraiment classiques, les contrats des banques assureurs, ce genre de choses. C'est remonté un petit peu quand même l'année dernière, on va pas se mentir. En 2022, on a eu un peu mieux. 1,70 selon vos statistiques, c'est ça ? On a une hausse de l'ordre de 60 centimes. Donc on est de l'ordre de 1,80, effectivement, 80% pour les fonds en euros classiques de contrats d'assurance vie individuelle, donc hors plan d'épargne retraite, hors fonds en euros immobiliers, etc., qu'en fait polluent beaucoup les statistiques. Donc je préfère parler des fonds en euros qui concernent, je dirais, Madame Michu, le français moyen avec un contrat d'assurance vie classique. Alors, on rappelle que ces taux, à chaque fois, on en parle, mais ils sont bruts. On compare souvent l'assurance vie au livret A. Il y a beaucoup d'articles en ce moment, le match assurance vie, livret A, est-ce qu'il faut souscrire une assurance vie, alors que le livret A rapporte 3%. 3% sur le livret A, c'est net de net. L'assurance vie, c'est pas net, c'est brut. Alors, l'assurance vie, c'est effectivement brut, tout d'abord de prélèvements sociaux. Voilà, donc il faut tirer les 17,2. Et après ça, brut également de fiscalité éventuelle. Si vous rentrez dans le PFU, vous pouvez être à 30% de fiscalité derrière, voire prochainement, justement, 32%, puisqu'il y a une hypothèse de montée du taux du PFU. Bon, il faut tout de même relativiser la fiscalité au-delà des prélèvements sociaux, puisque vous savez qu'après 8 ans, il y a une possibilité d'exonération de 4 600 € de revenus sur l'assurance vie, qui peut monter à 9 200 € pour un couple, donc sur l'assurance vie. Christian, peut-être, on parle de ces niveaux qui sont relativement bas quand même pour le fonds en euros de l'assurance vie, notamment avec une inflation à environ 6%. Pourquoi les taux ils sont aussi bas ? En fait, ça s'explique de par l'antériorité et la construction du fonds en euros. En fait, comme l'exprimait Cyril, on a vu effectivement des évolutions favorables l'année dernière, même supérieures parfois à 0,5 pour certaines compagnies. Pour autant, la construction, pour essayer d'être clair et pédagogique, la construction d'un fonds en euros est constituée d'emprunts obligataires. Ces emprunts obligataires, ce qu'on entend maintenant depuis une décennie, sont à taux bas, voire parfois négatifs selon les dernières années. Donc, l'obligation de l'assureur, c'est bien évidemment de conserver le capital, de garantir son capital, de garantir la liquidité, c'est-à-dire qu'un assuré qui veut retirer son argent peut le retirer du jour au lendemain. Donc, par rapport à tous ces éléments, l'assureur est contraint, malgré tout, d'avoir une poche suffisamment importante investie en obligataire, donc à des taux bas, voire parfois négatifs. Donc les raisons pour lesquelles, effectivement, les assureurs ont affiché effectivement des taux qui n'ont été qu'à la baisse durant ces 10, peut-être même 15 dernières années. Ce qui est en train de se retourner, et pour répondre plus précisément à votre question par rapport à une inflation à 6%, l'inflation, elle est soudaine.
Elle a grimpé en quelques mois et on ne peut pas effectivement rattraper. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et on n'opposera jamais, parenthèse, on n'opposera jamais ce qu'on appelle l'épargne réglementée, le livret A, le plan d'épargne logement, à l'épargne financière telle que l'assurance vie, puisque les deux sont véritablement complémentaires. Pour autant, effectivement, il faut un mixte de tout ça pour avoir des performances qui restent dans le marché. Et ce que vous dites régulièrement, Cyril, c'est que le fonds euro, c'est un peu un paquebot. C'est ça. Ça va très lentement pour remonter les taux, c'est ça? Exactement. Il y a une énorme inertie dans le rendement financier des fonds en euros. Je donnais un chiffre, et puis les faits, c'est toujours mieux que le discours. Le rendement financier brut de l'actif général de Predica, donc premier assureur vie en France, son actif général qui est un paquebot, donc il y a plus de 200 milliards d'euros derrière. Le rendement financier en 2022, c'était 2,09%. Derrière ces 2,09%, si vous retirez en moyenne 80 centimes de frais de gestion sur le fonds en euros, il vous reste 1,29. C'est-à-dire vous retirez la rémunération de la marge de de l'assureur, vous pouvez servir du 0,80, quelque chose comme ça. Donc Predica, qui a servi en moyenne du 1,90% sur ses contrats par rapport à un fonds en euros qui a rapporté 2,09, vous voyez vraiment le grand écart qu'on fait entre les deux. Et ce qu'il faut souligner par rapport à l'effet paquebot, c'est que le rendement 2022 à 2,09% des actifs financiers du fonds en euros de Predica, il a été en baisse de 18 centimes. Donc tout le monde nous a dit en 2022, Cyril, t'inquiète pas, les fonds en euros vont remonter, c'est merveilleux parce que les obligations montent. Non. Avec l'effet d'inertie, Predica, premier assureur vie de la place, a un fonds en euros dont le rendement a baissé 18 centimes à 2,09 en 2022. Mais du coup, juste la question, quand vous dites que c'est complémentaire, ce placement avec le livret A, etc., vous comprenez que les Français se posent un peu plus la question. On a un livret A à 3%. Bruno Le Maire a annoncé son augmentation, l'augmentation du taux cet été. C'est vrai qu'on se pose un peu plus la question, est-ce que c'est vraiment complémentaire ou est-ce qu'il ne faut pas avoir uniquement un livret A? Tout d'abord, preuve en est que c'est complémentaire, puisque les Français se sont rués, les épargnants se sont rués sur le livret A ces derniers mois ou cette dernière année. Au détriment du fonds euro, notamment. Au détriment du fonds euro. On montre bien la complémentarité, justement, sans pour autant effectuer de rachat sur les contrats d'assurance vie. D'accord. Ah oui, il n'y avait pas eu de rachat. C'est ce que vous avez constaté. On n'a pas eu de rachat de masse consistant à effectivement, peut-être qu'en ayant peur que les fonds en euros n'augmentent pas ou baissent encore significativement, il n'y a pas eu de rachat. Donc on voit bien cette complémentarité. Autre point également, là, on aborde l'assurance vie sur le prisme de la performance, ce qui est intéressant et c'est important parce qu'évidemment... C'est quand même le premier objectif, on va dire. C'est quand même le moteur. Après, au-delà de tout ça, on sait très bien qu'il y a quand même tout un tas d'éléments autour de l'assurance vie qui font que, certes, la performance, c'est un élément essentiel, mais pour autant, il y a aussi tous les avantages que n'offrent pas des livrets. Donc voilà, et quand je dis complémentarité, c'est-à-dire qu'on a véritablement ce qu'on va considérer comme étant le bas de laine, ou le bas d'une pyramide de l'épargne, c'est effectivement cette épargne réglementée qui est nécessaire, qui certes est plafonnée, puisque si on veut aller au-delà des plafonds, là on rentre dans des cadres de fiscalité qui ne sont plus les mêmes. Donc il y a vraiment une complémentarité, très clairement, et on le voit en tant que banque assureur, en l'occurrence on l'observe actuellement, il y a vraiment cette complémentarité de l'épargne réglementée et de l'assurance vie. Donc il n'y a pas l'un pour délaisser l'autre. On l'a vu, là, on a parlé de taux moyen pour le marché. L'idée aussi de l'émission, c'est de voir les contrats qui rapportent le plus. Alors Cyril, vous êtes vraiment genre un observateur très avisé de tous les contrats, vous les scrutez tous tout au long de l'année. Il a dû m'observer à la loupe. Nos auditeurs attendent vos conseils. Alors, est-ce qu'on a des contrats, on parlait du taux du livret A à 3%, est-ce qu'on a des contrats, des fonds en euros qui se rapprochent de ce taux à 3%? Alors, pour vos auditeurs, je dirais que de mon point de vue d'observateur externe, le meilleur taux servi en 2023, ce sera très probablement celui du contrat Ampli Assurance Vie, qui est en fait un contrat d'assurance vie monosupport en euros. Ça peut paraître has-been, puisque durant ces 15 dernières années, tout le monde a annoncé que des multisupports. Qu'est-ce qu'a fait Ampli Mutuelle? Pendant la baisse des taux, Ampli Mutuelle a stoppé toute vente de contrats d'assurance vie en considérant que ça ne valait pas le coup d'investir à ces niveaux-là. Et avec la remontée des taux d'intérêt, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'investment grade, c'est-à-dire des obligations corporate avec un risque modéré, vous avez du 5%. Sur du high yield, vous avez du 8%. L'OAT, aujourd'hui, de l'ordre de 80% à 10 ans. Donc, Ampli Mutuelle vient de lancer un nouveau fonds en euros, investi sur la nouvelle donne obligataire. Sans être devin, ce fonds en euros rapportera très certainement 4%, voire plus, en 2023. Maintenant, Ampli Mutuelle pourra décider d'en mettre en réserve, mais c'est évident que ce sont ces nouveaux fonds en euros qui rapporteront les meilleurs rendements. Si on va maintenant sur les fonds en euros existants aujourd'hui, là où il y a les meilleurs taux, la gestion la plus dynamique et puis les meilleures réserves,
c'est soit chez les mutuelles livre 2, des gens comme Garance, des gens comme la Mutuelle Livry la Fraternelle, des gens comme Garac, des gens comme la France Mutualiste, avec également souvent beaucoup de plus-values latentes, notamment sur l'immobilier, parce qu'il y a des anciens régimes parfois de retraite mutualiste du combattant avec beaucoup d'immobilier acquis. Autre endroit où on trouvera des rendements très intéressants, c'est dans les filiales d'assurance vie de mutuelles intermédiaires, des gens comme la MACSF sur le reste multisupport, des gens comme la Massif, des gens comme la Maïf, voilà. Dans cet univers, on pourra trouver de bonnes performances, mais toujours sur d'anciens fonds en euros. Les meilleures donnes sont évidemment sur les nouveaux fonds en euros. Il n'y en a qu'un seul qui a passé le pas à ce jour, c'est Ampli Mutuel. Vous confirmez, Christian ? Oui, je confirme évidemment. Alors je confirme la démarche qui consiste pour un assureur à ce qu'on appelle créer un nouveau canton. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, bien évidemment, l'ancien, mais on le gère un peu en reneuf, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on le laisse en l'état. Et donc, il y a ce nouveau canton. C'est un choix que bon nombre de banques assureurs et d'autres assureurs traditionnels n'ont pas souhaité opérer, tout simplement pour respecter une sorte d'égalité des porteurs, on va dire, en quelque sorte. Mais pour autant, on n'en reste pas là. C'est-à-dire que, mais je pense que on pourra l'aborder tout à l'heure. Il y a tout autour du fonds en euros la diversification qui va faire qu'effectivement, bien qu'on reste sur le fonds traditionnel, on va pouvoir, notamment à travers des emprunts obligataires, qui sont tout aussi... Voilà, on va pouvoir effectivement doper. Et les taux, en ce qui nous concerne, si on doit citer quelques éléments, avec un 2,30 brut et notamment avec le biais notamment de certains bonus, parfois, c'est aujourd'hui une pratique courante, on arrive à avoir des performances nettes de frais de gestion qui peuvent aller jusqu'à 2,70. Donc on voit bien qu'on arrive à dépasser le taux brut en fait, en ayant effectivement ce modèle. Mais bon, des éléments qu'on peut expliquer peut-être un peu après. Mais voilà, je confirme qu'effectivement en créant un nouveau canton, bien évidemment, on souscrit immédiatement, c'est la démarche, mais c'est une démarche que bon nombre de banques assureurs et d'autres assureurs traditionnels n'ont pas souhaité opérer. Thibault, on s'est aussi posé la question s'il existait des alternatives autres que les fonds classiques. Oui, voilà. Donc, parce que Cyril, notamment, vous faites la distinction fonds classiques et puis avec le reste des fonds. Donc là, on parle de quoi ? De l'eurocroissance, des fonds dynamiques, des fonds immobiliers. Est-ce que déjà, c'est vraiment rentable ? Et puis, est-ce que c'est accessible aussi ? C'est un peu la question. Alors, aujourd'hui, si on fait un petit peu le tour d'horizon des différentes formes de fonds en euros, l'eurocroissance, on peut considérer qu'il est quasiment mort aujourd'hui. Voilà. Suite à un exercice 2022 catastrophique, pas mal d'opérateurs ont décidé d'arrêter l'eurocroissance. On rappelle le principe de l'eurocroissance, c'est qu'on a la garantie sur un certain pourcentage du capital, à un horizon de 8, 10, 15, 20, 30, voire 50 ans. Ce mécanisme pouvait être pertinent dans un contexte de taux d'intérêt négatif. Aujourd'hui, vu la nouvelle donne obligataire, l'eurocroissance, je pense qu'il faut tirer un trait dessus. Autre forme de fonds... Ce qui est au passage, ça vient d'être annoncé, le plan d'épargne Avenir Climat, qui fait un peu penser à l'eurocroissance. Ça laisse un peu sceptique sur l'avenir de ce placement. Pardon, je vous ai coupé. Autre forme de fonds en euros, c'est les fonds en euros immobiliers, voilà, qui sont intéressants parce que souvent il y a de très bons revenus récurrents en termes de loyer sur l'immobilier. Là, la problématique, c'est que avec la nouvelle donne Solvabilité 2, le coût en capital de ces fonds est excessivement élevé parce que l'immobilier, ce n'est pas liquide. Et on a vu à l'époque, ça remonte pas mal d'années, une grosse augmentation de capital faite par surannir sur ce type de fonds. Donc aujourd'hui, le marché a mis tous ces fonds en run-off, démarche, comme disait tout à l'heure Christian. Après ça, moi, je pense que la forme de fonds en euros qui va rester la plus intéressante pour l'épargnant, qui est prêt à prendre quelques risques, c'est le fonds en euros à garantie partielle. Pourquoi ? Parce que sur ce type de fonds, l'assureur peut diversifier davantage d'actifs. C'est-à-dire, il va apporter une garantie abaissée à 98%, voire 96% du capital net de frais par an. Ça lui permet, par rapport à Solvabilité 2, de prendre plus de risques à l'actif, davantage d'actions, de private equity, d'immobilier, et ça devrait drainer une performance accrue. Pour l'épargnant, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y aura de la volatilité dans le rendement. Et pour quelqu'un qui est prêt à s'inscrire dans le temps, c'est une forme de fonds d'euros qui me semble intéressante. Est-ce que c'est des produits que vous commercialisez, c'est des fonds en euros que vous Non, les fonds en euros tels qu'ils viennent d'être évoqués, non, mais ce sont des sujets évidemment qu'on a regardés. L'eurocroissance, évidemment, en son temps, alors maintenant, ça a 10 ans de recul, à peu près, c'est assez ancien. Non, nous n'y sommes pas allés. Mais
par rapport à ce que vient de dire Cyril, il y a un point essentiel qui ressort, c'est quel est le projet ou le besoin du client et quel est son profil de risque en fait. Ce sont deux éléments essentiels. Et je pense que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Une fois qu'on a bien défini avec le client, et aujourd'hui c'est très encadré, c'est pas simplement si vous ferez plaisir dans la vie. Il y a des questionnaires très... Absolument. C'est vraiment très encadré, ouais. avec effectivement, quel que soit l'établissement et l'assureur, vous aurez le même type de questionnaire. Donc ça permet de bien définir les besoins et de définir les profils de risque. Et par rapport à ça, en fait, on met en face une durée. Et c'est là où on va voir effectivement si on peut s'embarquer sur 3 ans, 4 ans, auquel cas l'assurant dit c'est peut-être pas effectivement le bon sujet, mais d'aller peut-être sur des projets beaucoup plus longs. En fait. Alors justement, cette prise de risque, Thibaut, elle est très importante aussi après la performance, ou peut-être en même temps? Oui, c'est-à-dire que c'est ce que vous venez de dire, de toute manière, pour avoir du rendement, il faut du risque. Et d'ailleurs, les assureurs, ils contribuent aussi à leur manière, parce que maintenant, pour souscrire sur le fonds euro, dans la plupart des cas, on est obligé de souscrire les fameuses unités de compte. Donc les unités de compte, pour rappel, sont des actifs risqués, et à la différence du fonds euro, c'est plus l'assureur qui porte le risque. S'il y a un petit souci, c'est l'assuré. Voilà. On est d'accord là-dessus? À une différence près, pardon Thibaut, oui. Le mot « obligé ». Non, il n'y a jamais d'obligation. C'est-à-dire que le client n'est pas obligé de... Ah oui, non, le il a le choix, c'est lui. C'est vrai, non, mais c'est bien de l'expliquer. S'il veut souscrire du fonds euro, dans la plupart du temps, maintenant, on a mis ce qu'on appelait à l'époque, quand ça a été mis en place, des barrières à l'entrée, si je ne me trompe pas. Alors, c'est bon. Raison pour laquelle, justement, on souhaitait limiter l'investissement en fonds en euros pour les raisons simplement de rentabilité, puisqu'on ne pouvait offrir que du taux négatif. On le voit du côté assureur, on voit l'intérêt d'orienter, dirons-nous, pas d'obliger, d'orienter les épargnants vers des unités de compte. Oui. Est-ce que, quand même, c'est une bonne chose pour l'épargnant? Alors oui, clairement oui. Mais je vais revenir sur le sujet précédent que j'évoquais, à condition d'être véritablement dans le profil de risque du client. On parlait de volatilité. Volatilité, effectivement, c'est plus les marchés sont chahutés, plus il y a des risques et on a des effets de yo-yo, pardon du terme, mais sur les valeurs. Si on part sur un emprunt obligataire, par exemple, un emprunt obligataire sur une durée définie, 5 ans, 6 ans, avec un taux défini, 3,5, avec un capital certes pas garanti, mais garanti de par la signature, ce qu'on appelle, donc de par l'émetteur, si on est sur ce type de diversification, il n'y a pas de risque majeur. On est bien d'accord. Si on part sur de la pierre papier, ce qu'on appelle communément, à savoir des SCPI, donc investis, et on n'est plus dans le fonds euro immobilier, mais on est vraiment sur de la pierre papier pure, là, effectivement, il y a plus de risques de fluctuation, mais c'est quand même relativement maîtrisé, parce que vous avez certes le cours, mais vous avez également les loyers. Et aujourd'hui, on a des performances qui sont toujours en moyenne à 4%. Donc voilà, donc par rapport à tous ces éléments, il faut effectivement être très attentif au profil de risque. Et puis, il y a aussi des boosters, aujourd'hui, nous allons proposer, alors certes sur des contrats peut-être un peu plus haut de gamme ou en gestion privée, mais on va rentrer dans des périodes où on va quand même pouvoir proposer des fonds boostés, des produits structurés. Alors pas que du structuré, le fonds en euros boosté en lui-même, en fonction d'un certain montant, etc. Oui. Sans pour autant orienté sur des unités de compte. Donc voilà, il y a plusieurs... Et ça, au niveau de la prise de risque, c'est vraiment... c'est totalement maîtrisé. D'accord. Ah oui, totalement. Sur le fonds euro, d'ailleurs, on comptait en parler, de ce fameux bonus. Alors, la plupart des acteurs, quand on regarde un petit peu, quand même, conditionnent ce bonus... à des unités de compte, ce que l'on appelle une diversification. Voilà, à des unités de compte. On sent que les assureurs ont envie de collecter sur le fonds euro. Il y avait ces fameuses contraintes à l'entrée, obligation ou conseil de souscrire des unités de compte. Est-ce que, Cyril, les assureurs vont un peu lever le pied sur ces contraintes? Alors aujourd'hui, en fait, le marché a complètement basculé au cours de l'année 2022. Parce qu'on sort d'une période où les assureurs mettaient des contraintes du type 30%, voire 50% d'investissement en unité de compte pour aller sur le fonds en euros, vraiment pour freiner le maximum la collecte sur le fonds en euros et éviter ce que disait Christian d'investir sur les obligations à taux d'intérêt négatif. Nous, on a des clients qui, par rapport à Solvabilité 2, ont sciemment acheté des obligations d'État français à des taux d'intérêt négatifs uniquement pour optimiser la marge de solvabilité. C'est même sidérant. Donc les contraintes prudentielles qui poussent à faire une connerie en termes d'investissement. Voilà. Bon, maintenant, la donne a complètement changé. Les l'OAT à 10 ans a remonté de 300 points de base.
Aujourd'hui, de manière très discrète, parce que les assureurs ne peuvent pas se contredire, le marché a complètement réouvert la vanne des fonds en euros. Et le vrai sujet pour la profession aujourd'hui, c'est de réussir à collecter sur le fonds en euros. Quand tout à l'heure on disait qu'il n'y avait pas de rachat sur le fonds en euros, il faut tout de même être prudent. Sur les 3 premiers mois 2023, on a déjà eu 27 milliards de sorties sur le fonds en euros, donc de collecte négative. C'est des volumes plus importants qu'en 2022. Aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec Christian, il n'y a pas de démarche systématique de sortie du fonds en euros. En revanche, ce que l'on voit, c'est que l'épargnant, quand il a d'épargne fraîche, s'il veut sécuriser son épargne, il va d'abord aller sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, parce qu'effectivement, totalement liquide, retrait partiel très facile et immédiat, fiscalité très favorable. Voilà. Deuxième élément, si l'épargnant a besoin de liquidité pour payer ses impôts, pour payer les études de ses enfants, il va faire un rachat partiel sur son fonds en euros. Donc, je ne parlerai pas de démarche systématique organisée de retrait du fonds en euros, mais on voit finalement un assèchement de la source. Donc, il y a moins d'eau qui arrive en aval et il y a plus d'eau qui sort en amont parce que l'épargnant va d'abord piocher là quand il a besoin de liquidité. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les assureurs réouvrent le plus possible la possibilité d'aller sur le fonds en euros. Donc ça pourrait se détendre, on va dire, en matière de contrat. Cela s'est détendu. Et je ferai une remarque par rapport au secteur, c'est qu'on va voir le marché structuré en deux, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui vont réussir à soutenir le rendement des fonds en euros et qui pourront s'inscrire dans une démarche vertueuse, c'est-à-dire plus je rouvre le robinet, plus je pourrai investir d'obligations à taux élevés, plus je pourrai soutenir la hausse des taux. Et ceux qui ne peuvent pas, qui augmentent peu leurs taux, qui ont peu de réserves, qui vont collecter peu, et qui vont se retrouver, à mon avis, assez rapidement dans une situation potentiellement compliquée. Je pense qu'on va très rapidement voir cette scission sur le marché. Si on revient aux unités de compte, vous parliez de la collecte négative sur le fonds euro. En contrepartie, sur les unités de compte, la collecte est très soutenue. Oui. Est-ce que, si on se réfère à 2022, est-ce que les unités de compte, ça a performé ? Alors 2022, moi je sorti les statistiques de notre base de données. On a aujourd'hui, au niveau de Good Value for Money, 10 000 unités de compte en base, donc, qui sont dans les différents contrats d'assurance vie. La performance moyenne que j'ai donnée par macro-classe d'actifs en 2022, sur les actions, et c'est bien avant frais de gestion sur UC, donc il faut retirer encore 0,8. Sur les actions en moyenne, moins 16% en 2022. Sur la gestion flexible, moins 12%. Sur la gestion profilée, moins 12%. Et sur l'obligataire, moins 11%. Ça, c'est la performance 2022. Il faut retirer encore 0,8 pour les frais de gestion sur UC. Alors 2022 était une année à la baisse. Les UC, il faut être pratico-pratique. Toutes les UC du type gestion profilée, prudente ou modérée, il ne faut pas y aller pour l'épargnant. Une fois déduit les frais, en moyenne, ça rapporte que dalle pour l'épargnant. Enfin, c'est moins performant que le fonds en euros, il faut appeler un chat un chat. Gestion flexible également. Les seules unités de compte qui, dans le temps, peuvent surperformer, c'est celles où il y a une réelle prise de risque. C'est une unité de compte de type action, voilà. Où là, vaut mieux pour l'épargnant dire je prends 20%, 30% d'actions que je répartis entre l'Europe, les pays émergents, Amérique du Nord, Asie Sud-Est, etc., avec une vraie prise de risque, plutôt que de dire je fais mi-figue, mi-raisin, 50% de gestion flexible, là, le pauvre épargnant, il ne retrouvera pas son argent. Vous confirmez, Christian, les actions ? Oui, tout à fait. C'est très clair. Prendre des UC obligataires revient effectivement à acheter le marché. Oui. Donc, mais pour ça, bon, alors là, il y a un intervenant quand même dans tout ça, c'est le conseiller. Alors aujourd'hui, il y a des produits en ligne, évidemment, pour les plus initiés, mais le conseiller est là effectivement pour orienter son client et pour effectivement l'orienter peut-être plus effectivement sur des marchés actions européennes ou plus largement mondiales. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur peut-être des choses beaucoup plus sécurisées, comme de l'emprunt obligataire ou bien même les SCPI, on l'a évoqué. Voilà, c'est une diversification véritablement. Il ne s'agit pas de dire si un client prend 30 ou 40% d'unités de compte, qu'il prenne 30% de la même unité de compte. Je pense que ça pourrait être effectivement une erreur fondamentale. Et c'est là où le conseiller a l'aide aussi d'outils aujourd'hui, parce que là encore, le conseiller est accompagné avec des outils. On ne va pas entrer dans les algorithmes, etc. Mais c'est quelque chose quand même qui scientifiquement aujourd'hui apporte quand même des preuves tangibles qui montrent bien qu'en mettant 3 ou 5 ou 7% de tel et tel fonds et en cumulant tout ça avec d'autres fonds, on arrive effectivement à avoir sur la durée, encore une fois, parce que là on zoome sur une année, sur un exercice, mais on arrive à avoir des performances qui viennent bien évidemment suppléer aux performances qu'on a pu connaître sur le fonds en euros.
On va faire une pause, on va regarder un reportage, Thibaut, l'interview de Joseph Choufati, le cofondateur de Goodvest que vous avez été rencontré. On regarde tout de suite, on revient après. Vous avez lancé Goodvest Kids fin 2022, c'est un contrat d'assurance vie dédié aux mineurs. C'est quoi l'intérêt d'un contrat d'assurance vie pour les mineurs ? Alors l'intérêt d'un contrat d'assurance vie pour les mineurs, c'est de permettre aux enfants de commencer à mettre de côté pour le financement d'un projet, que ce soit le permis de conduire, les études, ou pour avoir un petit coup de pouce à l'entrée sur la vie active, tout en ayant un rendement qui peut être supérieur à celui des livrets, donc plus proche de l'inflation. Et également, dans le cas de Goodvest Kids, de pouvoir choisir de flécher son épargne vers des projets durables et qui sont moins opaques que les livrets d'épargne, par exemple. Concrètement, pour l'enfant dont les parents épargnent, comment l'enfant fait pour récupérer cet argent ? Alors, dès ses 18 ans, en fait, l'enfant devient majeur et donc il devient le détenteur du contrat. En revanche, il y a quand même la possibilité de mettre en place un garde-fou avec un pacte adjoint qui va permettre en fait, de garder la main sur l'épargne de l'enfant jusqu'à ses 25 ans pour éviter qu'il la dépense bêtement. Et en cas de coup dur pour les parents, est-ce qu'ils ont la possibilité de récupérer le capital de l'assurance vie ? Tout à fait. Jusqu'aux 18 ans, en fait, les parents restent les représentants légaux et donc ont la possibilité à tout moment d'effectuer soit un rachat partiel d'une partie de l'épargne, soit un rachat total afin de récupérer la totalité de l'épargne qui a été mise de côté sur ce contrat. Alors, ouvrir un contrat d'assurance vie pour un mineur, c'est déjà possible sur le marché aujourd'hui. C'est quoi la spécificité de votre contrat ? Alors, la spécificité du contrat Goodvest Kids, c'est qu'on va permettre aux parents d'investir dans des projets qui sont durables. On va exclure tous les secteurs néfastes, comme sur les contrats de Goodvest version majeure. On exclut entièrement les énergies fossiles. On a également un portefeuille d'épargne qui est 100% compatible avec l'accord de Paris, notamment grâce au partenariat qu'on a noué avec Carbon 4 Finance. Et bien sûr, en tant que solution d'épargne en ligne, on a une souscription qui est complètement dématérialisée. Et donc, on a la possibilité d'ouvrir un contrat en seulement quelques clics, avec ou sans conseiller. Vous évoquez les accords de Paris. C'est quoi concrètement ? En quoi ça vous engage ? Alors, aujourd'hui, notre épargne ne finance pas forcément les projets, les entreprises qu'on aimerait financer, que ce soit sur les livrets, sur les assurances vie. On a une partie de cette épargne qui va financer les énergies fossiles sans qu'on le sache et sans qu'on le veuille. Avec Goodvest, on a construit une méthodologie maison qui est très exigeante, qui va exclure les secteurs les plus néfastes, comme les énergies fossiles, et qui va être compatible avec l'accord de Paris. Petit rappel, l'accord de Paris, l'objectif de cet accord, c'est de limiter le réchauffement climatique à un maximum de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on a déjà un réchauffement climatique qui est certain, on est à plus 1,3 degré. Et donc, en arrêtant de financer les énergies fossiles et en finançant des projets et des entreprises qui sont dans la décarbonation de nos industries, dans les énergies renouvelables, on va permettre de respecter cet accord. Et donc, chez Goodvest, on vérifie, on audite les entreprises dans lesquelles on va investir pour vérifier qu'elles sont compatibles avec ce scénario de maximum 2 degrés. Et on permet aux épargnants à tout moment, depuis leur application, de suivre l'empreinte carbone de leur épargne, les émissions de CO2 évitées, etc. Dans quel type d'actifs l'épargne de votre contrat Goodvest est-il investi ? On parle d'actions, on parle de fonds euros, on parle de quoi exactement ? Alors on est 100% investi en unités de compte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les fonds en euros, de par leur opacité, ne permettent pas de vérifier qu'ils respectent en fait notre cahier des charges, donc d'exclusion des énergies fossiles, de respect de l'accord de Paris, etc. En revanche, on va être investi sur des fonds, actions ou obligations, voire du quasi-monétaire, pour en fait avoir tous les profils de risque disponibles, même si le capital n'est pas garanti, car on n'est pas sur du fonds en euros, mais 100% en unité de compte. Pas de fonds euros, donc pas de garantie du capital. Par contre, une espérance de gain qui est plus élevée, notamment sur les actions. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement sur votre contrat au bout de 15 ou 20 ans, si on prend, c'est un peu la durée de vie de l'enfant, on va dire. Alors, sur les profils les plus prudents, on va viser un rendement annuel moyen entre 2 et 3%. Ce sont des profils qui sont majoritairement composés d'obligations et même de quasi-monétaires, donc des obligations à très court terme qui sont plutôt sécurisées. Pour les profils les plus ambitieux, là on va être majoritairement en actions et donc on peut espérer un rendement annuel net de frais entre 7 et 8% par an. Voilà pour le reportage sur Goodvest pour investir dans une assurance vie engagée. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, on a évoqué les frais. On n'a pas tout dit sur les frais. Quels sont concrètement les frais pour une assurance vie ? Parce qu'il y en a, contrairement au livret A, on l'a dit tout à l'heure. Alors, quelles sont les principales sources de frais pour l'épargnant ? Il y a tout d'abord quelque chose qui est assez perceptible pour l'épargnant, ce qu'on appelle les frais à l'entrée sur les versements. Je verse 100, il y a 3% de frais d'entrée, j'investis 97. Bon. Les frais d'entrée, c'est la gestion du compte, en fait, ça va à l'assureur.
Alors en fait, souvent, l'assureur sur les fonds en euros garde 0,5 pour financer ses propres frais. D'accord. Le reste va au distributeur. D'accord. Donc en fait, le distributeur fixe ses propres frais d'entrée, ce qui fait sa rémunération. Mm. Il y a des distributeurs qui font un geste commercial, qui disent au client, je te laisse les frais, bon, pour que tu puisses investir. Ça peut être négocié en tout cas. Voilà, ça se négocie. Alors, dans les réseaux bancaires, sur d'épargne grand public, ça se négocie pas tellement. Mais dès qu'on va vers la gestion patrimoniale, ça se négocie. Et en gestion privée, ça n'existe plus. D'accord. Sur les acteurs Internet, on va dire généralement, on est à zéro là-dessus. Alors sur l'Internet, c'est généralement de 0%, mais faites attention, l'Internet, ils peuvent se rattraper sur derrière, d'autres choses. Voilà. Deuxième type de frais, c'est les frais de gestion du contrat, avec deux types de frais, les frais de gestion sur les fonds en euros, frais de gestion sur les unités de compte. Dans les frais de gestion sur le fonds en euros, l'épargnant ne voit pas tellement ce que c'est, parce que le taux qu'on lui annonce chaque année, il est net de ses frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux. C'est un peu compliqué. Donc quand on vous annonce du 1,90, l'assureur a déjà pris ses frais. D'accord. Voilà. Et derrière, il faut payer CSG, CRDS, etc. Après ça, il y a les frais sur unité de compte. Alors ces frais sur unité de compte, ils sont généralement de l'ordre de 0,80, voire 1% selon les contrats. Ils peuvent aussi descendre à 0,60. Ces frais, c'est plus subtil, parce que pour les privés, l'assureur, il revend des parts d'unité de compte. Donc là où c'est un peu compliqué pour l'épargnant, c'est que si l'unité de compte fait plus 0,8% dans l'année, il peut avoir un capital qui est baissé parce qu'il a perdu des unités de compte en raison des frais sur UC. Voilà. Donc ces frais viennent en déduction du nombre d'unités de compte. Et après ça, les plus gros frais sur UC, c'est les frais prélevés par la société de gestion, qui sont ce qu'on appelle les frais courants internes aux unités de compte, qui, eux, viennent en déduction de la valorisation d'une unité de compte. Donc, mon unité de compte, elle ne s'est pas valorisée autant qu'elle aurait pu parce que la société de gestion a pris ses frais. Alors, ces frais, si on donne quelques points de repère, pour les unités de compte de type action, dans les contrats d'assurance vie classiques, on est souvent sur du 1,80% de frais fixes. Et dans les frais courants, on peut monter à 2,50, 2,80, voire dans certains cas, 3,50, 4% ou 4,50. Il y a des unités de compte qui sont un scandale pour lesquelles, vous voyez, de manière récurrente, il y a 4,50 de frais courants. L'épargnant ne récupérera jamais son argent. Il sert uniquement à payer la Porsche de la société de gestion. Le gérant de la société de gestion. Il sert qu'à ça. J'aime beaucoup votre franc-parler. Voilà. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Mais alors, donc là, vous êtes en train de nous expliquer que si on empile tous les frais, on peut arriver à 4, 5, 6%. Alors, si vous empilez tous les frais, vous pouvez arriver sur des contrats patrimoniaux à une facture d'ordre de 3% par an. Voilà. Il y a même des contrats que dans les conditions générales, vous capent à 3%. C'est assez marrant quand vous lisez les CG. On vous dit, Cyril, quoi qu'il arrive, on ne prélèvera pas plus de 3% par an. Justement, du fait de l'empilement de frais. Bon. 3% par an, j'ai envie de dire, pour l'épargnant, c'est beaucoup. Parce que pour avoir une performance ne serait qu'égale à 0%, il faut déjà que le société de gestion fasse 3%. C'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, si le gérant financier fait du 5%, il restera plus que 2 à l'épargnant. Vous voyez ? Donc, la vraie question pour l'épargnant, c'est comment optimiser cette facture globale. Vous pouvez, sur certains contrats, trouver une facture qui descende à 1,50%. 1,50 d'économiser par an pendant 10 ans, ça fait 15-20% de performance. Voilà. Et Christian, quand un épargnant vient chez BPCE, vous lui annoncez tous ces frais? Comment ça se passe exactement? Oui, là pour le coup, il y a une véritable transparence. Alors juste, Cyril a totalement raison. Après, heureusement que les années baissières sont moindres que les années de hausse sur les marchés, le souligner. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de frais, ça ne veut pas dire que ça se voit moins, mais attention, je ne veux pas changer mon propos. Peut être dramatique aussi. Mais voilà, c'est ça, hein. Il faut quand même regarder les deux hypothèses. Donc oui, il y a toute une série de frais, effectivement. Les frais d'entrée qui étaient évoqués se négocient aussi malgré tout. Alors on parlait tout à l'heure d'orientation et de diversification en fonction d'un taux d'orientation. Beaucoup d'assureurs aujourd'hui, c'est notre cas, hein, dès lors qu'on commence à avoir 30% ou plus d'unités de compte, les droits d'entrée effectivement peuvent être réduits, voire totalement anéantis. Ça c'est un premier point. Donc déjà ça c'est important parce que 3% qui était évoqué, alors qui n'est pas le 3% sur tous les contrats, hein, mais si on prend cette référence de 3%, c'est tout de suite pratiquement 2 années de fonds euros. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est regardé et les réseaux bancaires offrent des solutions qui permettent de contourner ces droits d'entrée. Ensuite, les frais de gestion sur encours qui étaient évoqués sont très de l'air. Il y a les unités de compte.
de l'ordre de 0,8, effectivement, c'est à peu près la moyenne. Mais il y a également les frais de gestion sur le fonds en euros, qui ne sont pas forcément de 0,8 là pour le coup. On a des contrats, alors ça dépend effectivement des montants d'investissement et autres, mais sur lesquels on arrive à avoir 0,40 par exemple. Donc voilà, tous ces éléments de frais doivent être expliqués et sont expliqués aux clients lors de ce fameux entretien conseil. C'est ce que l'on a mis en place, nous, dans les réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne, de BPCE. Il y a donc tout un entretien conseil avec effectivement cette transparence totale sur les frais, qu'on soit en unité de compte, qu'on soit en fonds en euros. Alors après, on explique bien à un client, vous allez souscrire ce contrat avec tel support. Oui. Au final, vous allez en moyenne supporter tant de frais. Oui, alors c'est même pas en moyenne, c'est-à-dire que ça va être détaillé. Sur votre fonds en euros, vous aurez tant de frais, etc. D'accord. Et puis, il y a des relevés trimestriels maintenant, et chaque année, il y a un relevé beaucoup plus global, qui est le relevé annuel, qui est depuis toujours, alors qui est lui aussi encadré, donc on en parlait un petit peu en off avec Cyril, ce qui complexifie parfois un peu la lecture, mais là, on a bien ligne à ligne, effectivement, tous ces frais qui sont prélevés aux clients, quelle que soit la performance, qu'elle soit positive ou négative, parce que là, évidemment, les frais sont incompressibles, mais tout est bien expliqué. Bien sûr, c'est obligatoire d'expliquer tout. C'est obligatoire, c'est une chance, c'est normal, mais c'est bien expliqué. Voilà. Pour finir, parce que l'émission, enfin la partie du Grand Témoin touche à sa fin, vos conseils à nos auditeurs, à nos chers auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent et qui aimeraient souscrire à un contrat d'assurance vie, quels sont vos conseils à chacun ? Allez, Cyril. Écoutez, je vais me jeter à l'eau. Mon conseil tout d'abord, c'est que l'assurance vie, c'est un cadre qui est intéressant pour l'épargnant. Aujourd'hui, je l'inscrirais pas mal dans une démarche successorale par rapport à la possibilité donc, de transférer de l'argent hors droit de succession, avec ce seuil de 70 ans à respecter. Et dans ce cadre, le fonds en euros dont on parlait tout à l'heure peut être intéressant parce qu'on veut limiter la prise de risque dans des âges élevés. Voilà. Deuxième élément de conseil par rapport à l'investissement en unité de compte, pour moi, il faut de la vraie prise de risque. Voilà. L'action, oui, sous réserve d'avoir des actions pures, et les trackers, les supports indiciels sont intéressants. L'immobilier, les SCPI, ce que disait Christian tout à l'heure, tout à fait, en faisant attention qu'il y a en moyenne 12% de frais à l'entrée sur les SCPI. Donc, il faut s'inscrire sur du long terme pour amortir ses frais. Autre support qu'évoquait Christian tout à l'heure, c'est les fonds obligataires à échéance. Aujourd'hui, il y a une véritable fenêtre de tir et on peut trouver dans des contrats d'assurance vie des fonds obligataires qui sont investis sur la nouvelle donne obligataire avec un panier d'environ 100 sociétés qui vont avoir un rating moyen de l'ordre de B+. Et là, on peut vous garantir, entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie garantie, il peut y avoir un risque de contrepartie, une performance de 5% par an. Bon. Donc l'épargnant doit se poser des questions, doit prendre en compte tous ces paramètres, et je dirais beaucoup de prudence, de mon point de vue, sur tout ce qui est gestion profilée, gestion flexible, pour lesquels il y a des supports qui performent bien, mais il y a aussi beaucoup de frais et beaucoup de déconvenus sur le marché. Voilà. C'est très clair. Christian, peut-être. Oui, j'adhère totalement. Alors, je rajouterais peut-être aussi que les deux placements préférés des Français, parce qu'on parle toujours du placement préféré des Français, l'assurance vie. Il y en a deux. Il y a le livret A et puis il y a l'assurance vie. Donc déjà, quand on a dit ça, ça montre quand même qu'il y a des attraits sur l'assurance vie. Peut-être un dernier point, c'est que l'assurance vie, il y a effectivement l'effet successoral. Il y a aussi une possibilité, parce qu'on parle beaucoup de retraite, mais pas que depuis un an, on en parle depuis pas mal d'années. Ça permet de préparer aussi une retraite, un contrat d'assurance vie, et à la fin de sortir éventuellement en rente. Oui, exactement. Et quand même, un point qui est important, qu'on retrouve nulle part ailleurs sur des livrets et autres, c'est que cette rente peut être réversible également. Donc, en fonction de la situation du client au moment de l'entrée en rente, s'il le souhaite, parce qu'on peut sortir en capital, bien évidemment, à tout moment. Mais voilà, c'est cette réversion qui est possible également, tout comme on a, et je m'arrêterai peut-être là, sur des contrats intergénérationnels, des possibilités de rente, éducation derrière qui sont mises en place. Donc voilà. Donc il y a de gros avantages sur les contrats d'assurance vie. Donc j'ai envie de vous dire, venez nous voir, poussez la porte d'une boutique bleue ou rouge et on vous expliquera effectivement tous ces avantages. Voilà, et bien merci infiniment à vous deux. Tout de suite, on passe au coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, économiste et président fondateur du cabinet PrimeView. Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule. Ce mois-ci, pas de coup de gueule à part entière. On a vécu un mois relativement serein sur l'ensemble des marchés financiers. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les taux d'intérêt sont relativement bien stabilisés, même si le plafond de la dette américaine
évidemment revenu sur le devant de la scène, a créé quelques petites tensions sur les taux. Après, personne n'est véritablement dupe sur le fait que républicains et démocrates s'accordent pour éviter un défaut des États-Unis qui serait un véritable séisme sur les marchés. C'est quelque chose qui est relativement peu probable. Cette musique-là se répète, on va dire maintenant depuis une grosse dizaine d'années. Voilà, c'est un jeu politique, mais qui ne devrait pas avoir des conséquences en fait létales pour les marchés financiers, en tout cas trop difficiles. Peut-être quelques petites tensions à la proximité du plafond et des conséquences que ça aurait sur les dépenses américaines, mais voilà, c'est pas une source d'inquiétude majeure. Non, je dirais plutôt que on a sur ce mois-ci vécu une forme d'atterrissage, de fin d'hémorragie, notamment sur les marchés actions, parce que peu de gens en fait en parlent depuis le début de l'année, alors que c'est peut-être la tendance la plus prégnante sur les marchés actions, qu'ils soient américains d'ailleurs ou européens, c'est que depuis le début de l'année, les indices se comportent plutôt bien, hein, évidemment, et beaucoup de gens ont parlé des plus hauts atteints en Europe, particulièrement sur le CAC 40, mais la réalité c'est que cette hausse des indices masque une disparité, masque en fait finalement un socle extrêmement resserré. En gros, les indices ont monté grâce à quelques valeurs, pas plus. Et ça se traduit par une sous-performance qui est colossale, encore plus aux États-Unis d'ailleurs qu'en Europe, des petites valeurs, des petites et moyennes valeurs par rapport en fait aux grandes valeurs, ce qu'on appelle les small et mid cap contre les large cap. Quelques chiffres assez éloquents. Aux États-Unis, l'indice de référence, le S&P 500, progresse de 5% depuis 3 mois, alors que les petites valeurs reculent de 6%. C'est-à-dire que 11% d'écart entre les deux. En Europe, c'est un peu moins vrai. On est sur du plus 2 contre moins 2, donc on a à peu près 4% de retard sur les petites valeurs par rapport aux grandes valeurs. Et ça, c'est un élément plus qu'un coup de gueule, un élément d'inquiétude qu'il faut bien observer. Alors, ce mois-ci, on a eu moins d'écart entre les grandes capitalisations et les petites et moyennes capitalisations, tout simplement parce que les grandes ont arrêté d'avancer. On est sur des marchés qui se sont stabilisés au cours du mois. Simplement, un élément à avoir en tête, c'est qu'il faut bien avoir en tête que les 6 derniers mois ont été marqués par un socle de hausse pour les indices actions qui est extrêmement resserré. Alors il y a deux solutions face à ça. Soit les petites et moyennes valeurs vont rattraper en fait les grandes, et là pour le coup on est vraiment face à un marché action qui pourrait être très très positif au second semestre, soit on va dire les grandes valeurs rentrent dans le rang. Nous avons quelques inquiétudes et penchons plutôt aujourd'hui pour le scénario 2, donc pas un coup de gueule, mais un élément quand même d'alerte, à savoir que le socle de hausse des indices actions au cours des derniers mois est très très resserré, probablement trop resserré, et masque des fragilités que le second semestre pourrait révéler. Alors, sur le coup de cœur aujourd'hui, il est relativement simple. Hein. Dans ce mois finalement assez terne, on a 2 indices actions qui se sont bien comportés. Les marchés actions japonais, qui bénéficient aujourd'hui d'un nouveau président de banque centrale, voilà, donc, qui porte des espoirs en fait, sur cette zone-là. Donc vraiment, c'est le seul indice qui s'est bien comporté. Et puis un autre beaucoup plus connu, et que les gens ont envie de jouer après avoir beaucoup souffert à travers ce pari-là l'année dernière, c'est le Nasdaq, c'est les indices technologiques, les valeurs technologiques, notamment les grandes valeurs technologiques aux États-Unis, qui elles aussi en fait affichent sur 3 mois plus 10% de hausse, donc ce qui est un score en fait assez impressionnant. Alors la question face à cela, c'est est-ce que c'est durable? Alors là pour le coup, c'est un coup de cœur pour nous dans le sens où évidemment, on ne retrouvera pas forcément les niveaux d'antan. On n'est pas sur des performances qui devraient continuer à être aussi puissantes au cours des mois à venir, mais clairement quand même, vous savez que la baisse de ces valeurs technologiques, elles étaient surtout l'héritage de taux d'intérêt qui avaient beaucoup monté en 2022. Ce n'est plus notre scénario central, vous le savez, l'inflation pour nous est quand même relativement derrière nous. Bien sûr, il y aura deux pas en avant, un pas en arrière, mais on est quand même véritablement franchi un cap sur ce plan-là. Ça veut dire concrètement que les banques centrales auront moins besoin en fait, de resserrer la vis. Elles ont déjà beaucoup resserré la vis. Et ça offre des opportunités pour les valeurs technologiques qui sont assises sur un modèle économique robuste. Hein. Attention, on parle bien en fait des valeurs technologiques avec du cash, avec de la trésorerie, avec un modèle économique qui n'est pas en fait une illusion voilà, ou une projection du futur, mais véritablement déjà une réalité économique actuelle. Et donc dans ce contexte-là, face à cela, on est face à des entreprises qui sont souvent gorgées de cash, donc qui ont les moyens en fait, d'affronter finalement des moments conjoncturels moins favorables, dans un contexte où les taux d'intérêt devraient commencer progressivement à refluer. Tout ça pose finalement les jalons sur des niveaux de valorisation qui sont quand même bien rentrés dans le rang par rapport à leur sommet il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, ça veut dire que concrètement, on est face à un secteur qui devrait plutôt bien se comporter. Je dirais qu'il y a 2 thématiques fondamentales qu'on peut jouer, même si nous restons prudents sur l'ensemble des marchés actions. Celui-ci, les valeurs technologiques robustes,
ce qu'on appelle, nous, les trusts technophiles, et les secteurs à visibilité, ceux qui seront le moins sensibles au ralentissement conjoncturel qui commence à s'installer un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, probablement demain en Europe, et donc naturellement, on a plutôt tendance à privilégier les valeurs qui seront moins impactées par cela, donc ce qu'on appelle les valeurs défensives avec forte visibilité du chiffre d'affaires, indépendamment finalement du niveau de croissance dans lequel on vit. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne, c'est votre séquence. Je rappelle que nos experts répondent à vos questions. Thibaut, pour cette première question, on reçoit Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, très bien. Alors, on parle d'un sujet assez compliqué. Sandrine, Oui. notre lectrice, vous a envoyé une question. Exactement. Sandrine, elle a perdu son mari. Elle veut faire une demande à ce titre d'une pension de réversion. Elle se demande si ces contrats d'assurance vie, ainsi que les contrats d'assurance vie finalement du couple, vont être pris en compte dans les conditions de ressources qui vont être analysées pour voir si pension de réversion il y a ou pas. Alors, la question est légitime de la part de Sandrine, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi au moment de faire cette déclaration de ressources. Alors, juste peut-être pour remettre un peu en configuration, c'est que cette demande de pension de réversion n'est pas automatique. Enfin, en tout cas, le versement de la pension de réversion n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Et depuis quelques années, on a facilité un peu les démarches, puisqu'il existe aujourd'hui un site qui s'appelle Info-Retraite, avec un onglet « Demande de pension de réversion ». Et cette demande de pension de réversion, notamment dans le régime général de la sécurité sociale, est soumise à un certain nombre de critères, et notamment des conditions de ressources. D'où, je pense, le questionnement de Sandrine par rapport à ces contrats d'assurance vie. Et ces ressources-là sont analysées, puisque du coup, donc, le demandeur à la pension de réversion fait une déclaration donc sur le site Info-Retraite, indique le montant de ses ressources, évidemment, donc ses revenus, mais également son patrimoine. Donc son patrimoine immobilier, son patrimoine financier, ses livrets, ses placements et certains contrats d'assurance vie. Alors, souvent j'ai déjà eu la question, c'est pourquoi est-ce qu'on me demande de déclarer mes contrats d'assurance vie alors que je fais une demande de pension de réversion et où on va analyser mes ressources. En fait, ce que dit la loi, c'est qu'elle va intégrer en fait un revenu fictif qui est lié à ce patrimoine-là. Un revenu fictif qui est de 3%, aujourd'hui en tout cas, qui est de 3% de la valeur vénale de ses placements ou de ses biens immobiliers. Et donc on va intégrer ce revenu fictif dans le volume global des ressources qui seront analysées pour déterminer si pension de réversion il y a ou pas. Alors, par exemple, si on a un contrat avec 100 000 euros, ça veut dire qu'on a 3 000 euros de ressources. Exactement, qui sont intégrées. Mensuelles. Qui sont intégrées. Annuellement, on fait un volume de ressources annuel et on se dit 3%, il y a 3%, exactement 3% par an, pardon, qui est en fait un taux de rentabilité fictif. On ne va pas chercher à savoir exactement ce qui est le revenu généré par ce contrat. On va intégrer cette valeur de 3%. Par contre, on ne va pas intégrer la valeur de tous les contrats. D'où, je pense, la question de Sandrine, qui est plutôt légitime, puisque ce que va devoir déclarer Sandrine, c'est uniquement les contrats qui constituent pour elle un bien propre. Donc des contrats, évidemment, qui ne sont pas dénoués, qui lui appartiennent et qui ont été alimentés avec des fonds propres. Ce qui, en sous-jacent, veut dire que les contrats qui ont été alimentés par des fonds communs, qui ne sont pas dénoués, qui existent toujours dans le patrimoine de Sandrine, mais qui ont été alimentés par des fonds communs, n'ont pas à être déclarés, n'ont pas à être pris en compte pour la détermination de cette pension de réversion. Et puis autre élément aussi, c'est que les contrats qui ont été dénoués par le décès de son mari, où elle a touché ce capital, n'ont pas à être pris en compte non plus. C'est-à-dire que les clauses bénéficiaires dont elle était bénéficiaire et les capitaux qu'elle a touchés suite au décès de son mari n'ont pas à être intégrés. Par contre, il y a un point important, c'est que si Sandrine, pour une raison X ou Y, se remettait en couple, se remariait, se pacsait, se mettait même en concubinage, il faut savoir que ce qui serait pris en compte, ce sont les contrats d'assurance vie de son nouveau conjoint, de son actuel conjoint suite au décès. Et donc on prendra en compte le montant de ces contrats-là, de son nouvel époux ou de son nouveau concubin, dans la détermination de ses ressources. Avec la même règle des 3%. Avec la même règle, d'où peut-être la moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas forcément se remettre en couple immédiatement si on ne veut pas faire gonfler le montant des ressources prises en compte pour la détermination de sa pension de réversion. Respecter une période de deuil pour toucher sa réversion. Exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
On accueille notre second expert, Nathalie Gauzy-Goussias. Bonjour. Bonjour à tous. Notaire à Paris. Et nous avons une question, Thibaut, de Jeanne. Oui, Jeanne, notre lectrice, elle a perdu sa maman qui n'a pas laissé de testament. On précise, c'est pas bien de ne pas laisser de testament. Jeanne, elle a un frère. À qui elle ne parle plus depuis des années. Et elle est persuadée que son frère a reçu un capital important venant de l'assurance vie qu'avait contracté sa mère. Évidemment, son frère ne veut rien lui dire. Et Jeanne sait que, elle a quelques connaissances sur le sujet. Elle sait que les enfants doivent récupérer une certaine partie de la succession des parents. Mais elle ne sait pas du tout comment faire valoir ses droits, notamment par rapport à son frère et cette fameuse assurance vie. La question que pose Jeanne, effectivement, c'est une question à laquelle les notaires de France sont régulièrement consultés, sur lesquels les notaires sont régulièrement consultés, j'ai envie de vous dire avec une régularité de 4 ou 5 fois par mois. Parce que ce qu'il faut savoir, Jeanne a tout à fait raison, lorsque s'ouvre une succession, eh bien le droit, normalement, dit déjà que les héritiers ont le droit de faire valoir leur vocation successorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mère a 2 enfants, ce qu'elle a gratifié en avance l'un de ses enfants, au décès, l'autre va avoir l'équivalent dans la succession. Ça s'appelle le rapport. Le rapport qui vise à rétablir l'intégrité des vocations successorales. On peut aller autrement. On peut dire non, je souhaite avantager mon enfant ce faisant cette donation. Ça, c'est la règle du rapport. La réduction, c'est ce dont parle Jeanne, c'est le fait qu'une certaine fraction de la succession soit réservée aux héritiers. Et pour cela, au décès, on va reconstituer toutes les donations qui ont été faites et on va regarder sur cette masse combien doivent avoir les enfants, et ça s'appelle la part de réserve. Donc là, la question que se pose Jeanne, elle dit j'ai le sentiment qu'une fraction de la succession de ma mère, elle est complètement distraite en fait de cette masse, c'est-à-dire qu'en fait mon frère va prendre les capitaux de l'assurance vie et puis la différence de ce qu'a laissé ma mère, peut-être rien du tout d'ailleurs, ça va être divisé en 2, d'où un sentiment d'injustice. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code des assurances règle très clairement la question aux articles L132-12 du Code des assurances qui dit que les primes versées à un bénéficiaire au décès de l'assuré ne font pas partie de la succession. Ça, c'est clair. Et l'article L132-13, alinéa 1er, il enfonce le clou. Il dit, les primes, le capital versé n'est pas soumis aux règles du rapport, ce dont je vous parlais, ou de la réduction. Donc, concrètement, c'est hors succession. Ce qui n'a rien à voir avec la fiscale, qui est encore une autre histoire. Néanmoins, il y a 2 possibilités pour Jeanne de faire valoir ses droits, mais appréciées de façon restrictive par les tribunaux. C'est l'article L132-13 alinéa 2 qui dispose que si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées, là pour le coup, l'héritier évincé peut faire valoir les règles du rapport et de la réduction, c'est-à-dire que les primes peuvent être réintégrées si elles sont manifestement excessives. Mais à ce moment-là, c'est requalifié en donation? Alors, c'est réintégré dans la succession. D'accord. Les primes vont être réintégrées. Toute ou une partie. Alors, la jurisprudence dit que dans ces cas-là, quand l'excès est avéré, la jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux ont... En fait, on s'aperçoit que les tribunaux réintègrent l'intégralité, non pas du capital, mais des primes qui ont été versées. Attention, le caractère excessif des primes, de leur versement, s'apprécie non pas au moment du dénouement du contrat, c'est-à-dire au moment du décès, mais au moment où elles ont été versées. Donc, moralité, un défunt peut très bien avoir dilapidé une grosse partie de son patrimoine parce qu'il en a eu besoin, laisser par ailleurs un gros capital alimenté par des primes régulières. Si au moment où il a alimenté ses primes, ce n'était pas excessif par rapport à ses revenus, ces primes ne seront pas considérées comme excessives, alors même que peut-être qu'elles dépassent énormément ce que le défunt a laissé. D'accord? Donc, vous voyez, il y a l'excès. Et puis, il y a une autre possibilité pour Jeanne. Ça a été jugé par des arrêts de chambre mixte en 2007, où on dit que ça peut être requalifié, c'est ce que vous disiez Thibaut, en donation indirecte, c'est-à-dire réintégrée, pour absence d'aléas. Donc, soit il y a 2 voies d'attaque, soit les primes manifestement excessives, d'une part, ou l'absence d'aléas
D'autre part, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'absence d'aléa, le souscripteur, on est presque sûr qu'eu égard à sa condition de santé, son âge, il ne pourra pas bénéficier de ce contrat. Donc, partant, les tribunaux, parce que c'est encore d'eux dont il s'agit, peuvent reconsidérer qu'il s'agit non pas du principe d'une stipulation pour autrui, qui fait que les capitaux échappent à la succession, mais d'une donation indirecte. Alors, peut-être une petite question, bien sûr. Nathalie, comment notre lectrice peut-elle avoir confirmation que son frère a bien touché cette assurance? C'est une très bonne question. De plus, la Cour de cassation vient de rappeler que l'assureur n'a pas l'obligation d'informer le notaire, ni d'ailleurs les autres héritiers. Donc déjà, vous, pour savoir si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez interroger les services de l'AGIRA avec un extrait d'acte de décès. D'accord ? Mais en revanche, si Jeanne, elle, n'est pas bénéficiaire, l'assureur ne va pas lui donner non seulement le bénéficiaire et le montant. En revanche, pour faire valoir ses droits à réserve, pour vérifier soit qu'il y ait une absence d'aléa, soit que les primes sont manifestement excessives, elle peut faire injonction à la compagnie d'assurance pour faire valoir ses droits réservataires, de lui donner et le nom du bénéficiaire et le montant du capital versé ainsi que des primes. Il a été jugé que les assureurs doivent transmettre ces éléments. S'ils ne le font pas, l'avocat de Jeanne pourra solliciter en justice la production de ces éléments parce que ça participe de la défense de ses droits réservataires. C'est un peu le parcours du combattant, quand même. Mais c'est le parcours du combattant et c'est excessivement critiqué par beaucoup d'auteurs qui disent « mais on ne comprend pas, en France, il y a la réserve, c'est-à-dire que les héritiers doivent avoir un droit acquis sur ce qui reste ou sur ce qui a été donné. » Et en fait, effectivement, on voit que l'assurance vie, les capitaux, du fait qu'ils échappent à la succession, échappent souvent au principe de la réserve, à ne pas confondre avec le régime fiscal favorable, ce qui n'a rien à voir, parce que en plus, l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal favorable aux articles 990-1 du Code général des impôts et aux articles 757B du Code général des impôts. En plus, il y a une grosse partie qui est exonérée de droits de succession, d'où un fort sentiment d'injustice. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui militent pour la réintégration de ces primes dans le calcul de la réserve ou du rapport, ce qui n'a rien à voir avec le régime fiscal favorable. L'émission se termine. Thibaut, on se retrouve évidemment le mois prochain pour un tout nouveau grand rendez-vous de l'épargne. Le grand rendez-vous de l'épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.